Et donc, la droite, en fait, on entend le segment AB, vous voyez, et il est découpé, donc on va le couper en C, d'accord? Et tout entière, ça veut dire toute la droite, AB, relativement au plus grand segment. On a coupé en deux, il y a un grand segment de longueur A, hein, qui est plus grand que le petit qui est de longueur B. Eh bien, je fais le rapport AB, hein, c'est relativement, je fais un rapport, AB sur AC, eh bien, C est égal, et ainsi est, le plus grand, c'est-à-dire AC, relativement au plus petit. Donc AC sur CB. Voilà, c'est la définition. Donc nous, on va l'écrire sous forme d'une formule, parce que maintenant vous êtes habitués, vous êtes allés à l'école tous, et donc on vous a montré les formules. Hein. On vous a montré les mathématiques arabes, donc pas de problème. Et voilà. Donc la formule, elle est ici. AB sur AC égale AC sur CB. Si je remplace par les petites lettres, A et B, je vais tomber sur A plus B divisé par A. Je peux simplifier cette formule, puisque A divisé par A, ça fait 1. Donc ça fait 1 plus B sur A égale A sur B. Et vous voyez que dans cette formule, j'ai A sur B et l'inverse de A sur B, B sur A. Donc je me suis ramené à une équation, on verra ça par la suite quand on voudra la résoudre, une équation avec une seule inconnue. Voilà, A sur B, c'est la proportion extrême et moyenne raison. Voilà la définition des Grecs. Voilà. Ça va jusque-là? Il faudra peut-être prendre... Voilà. Alors, on va sauter les siècles et on va aller en Italie au moment où c'est appelé la proportion divine, la divinée proportionnée. Donc, Luca di Borgio, alors on l'appelait Luca Bartolomeo Pacioli di Luca di Borgo. Donc, vous voyez, hein, c'est fin du Moyen-Âge, début de la Renaissance. Donc, il va écrire un bouquin. Alors, c'est un bouquin qui est connu pour sa comptabilité en partie double. Mais dedans, on parle de la proportion d'Euclide. Donc, ce bouquin a été écrit en 1498. Il y a plein d'illustrations de polyèdres hein, par Léonard de Vinci. Et à cette époque-là, on sait résoudre les équations du second degré. Enfin, on va attendre, parce que les mathématiques arabes, c'est 8e, 9e siècle. Al-Khwarizmi, c'est en italien, en algorithmie. Hein, c'est ce qui a donné le mot algorithme. Hein. C'est lui qui a inventé l'algèbre. C'était un mathématicien persan du 9e siècle. Mais ça a mis très longtemps avant de se propager en Occident. Et on verra un des passeurs, c'est Fibonacci, mais on en parlera plus tard. Et donc, on sait résoudre les équations. Ah oui, alors j'appelle phi cette proportion. Alors phi, ça vient peut-être de Phidias, qui était un sculpteur grec qui a sculpté l'Athéna du Parthénon. C'est peut-être phi comme infini. Bon, voilà, ça c'est encore sujet. Voilà, donc pour résoudre cette équation, donc oui, j'ai simplifié, phi égale 1 plus b sur a égale... Alors b sur a, c'est l'inverse de phi, donc c'est 1 plus 1 sur phi. Donc j'ai phi égale 1 plus 1 sur phi. Je multiplie tout par phi et je mets tout à gauche. Et j'obtiens cette équation du second degré. Et elle a deux solutions. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est deux solutions réelles. Et les solutions qui nous intéressent, c'est la solution positive, parce que c'est une proportion. Et donc, on sait la calculer à cette époque-là. C'est 1 plus racine de 5 divisé par 2. Numériquement, ça fait à peu près 1,618. Voilà. Alors, ce nombre fait intervenir une racine carrée, la racine carrée de 5, et ce n'est pas un entier, et ce n'est pas un nombre rationnel. On appelle ça un nombre irrationnel, c'est-à-dire il n'est pas le rapport entre deux entiers. Voilà, donc c'est un nombre particulier, et Luca di Borgo va réfléchir à cette question-là. Oui, on est tombé pour ce nombre-là. Pourquoi devient-il proportion divine? Parce que justement, il est irrationnel. Alors, donc là, j'en viens à l'homme de Vitruve. Il en parle, Luca di Borgo. Vous peut-être connaissez cette figure.
voilà, qui a de Léonard de Vinci, là, voilà. Et Vitruve, c'était un architecte romain, hein, à l'époque romaine. Donc l'homme rationnel est au centre de tout. Donc Luca di Borgo va faire une distinguo entre l'homme, pour lui, qui est rationnel, et le domaine de l'irrationnel, c'est le divin, c'est Dieu. Et ça, il nous le dit très bien dans son livre. Donc il nous parle d'incommensurabilité. L'incommensurabilité, c'est l'irrationalité, c'est le même mot. Ça veut dire quoi, incommensurable? C'est-à-dire, je ne peux pas mesurer une chose par rapport à une unité qui est donnée. Il n'y a pas de rapport d'entier entre les deux. C'est ça que ça veut dire incommensurable. Donc il nous dit que de même que Dieu ne peut se définir en termes propres et que les paroles ne peuvent nous le faire comprendre, ainsi notre proportion ne se peut jamais déterminer par un nombre que l'on puisse connaître, ni exprimer par quelque quantité rationnelle. Voilà, c'est exactement ce que je disais. Et toujours mystérieuse et secrète, et qualifiée par les mathématiciens d'irrationnelle. Voilà, c'est pour montrer voilà, le distinguo. Et donc, pour lui-même, il est préférable que l'homme idéal, l'homme de Vitruve, hein, respecta des proportions rationnelles. Et là, je vous ai donné les proportions qui quand même ne sont pas si proches que ça du nombre d'or. Voilà. Voilà, donc ça, c'est l'origine pour laquelle on l'a appelé proportion divine. Donc, il faut attendre, on saute encore les siècles, pour que ça s'appelle la section dorée. C'est ce monsieur-là qui s'appelle Martin Ohm. Ohm, O-H-M. Et en fait, c'est le frère du fameux Ohm, Georg Ohm, qui est donc inventeur de la loi de la résistance. Hein, pour ceux qui ont fait de l'électricité, il y en a ici. Peut-être des électriciens, des magnéticiens, je vois. Voilà. Et des électromagnéticiens, oui. Il y en a pas mal. Oui, parce que je suis dans un service d'électromagnétisme pour ceux qui voilà, qui ne le savaient pas. Voilà, Martin Ohm, vous voyez, c'est 19e siècle. Donc, il n'est pas très connu comme, c'est pas un mathématicien de premier ordre, contrairement à son frère par rapport à la physique. Hein. Mais alors donc, à partir de Martin Ohm, ça s'appellera section dorée. Ça deviendra même, ça prendra beaucoup d'ampleur. Et je vous cite quand même ce prince roumain qui s'appelle Matila Cocesco-Ghica, donc fin du 19e, début du 20e, qui était donc prince roumain, poète, ingénieur, mathématicien et même ministre. Alors, lui, il écrira des bouquins, hein, il reprendra les travaux de Pythagore et tout ce qu'on connaît sur le nombre d'or depuis l'Antiquité. Beaucoup de travaux et voilà, il a écrit Le nombre d'or, rite et rythme pythagoricien dans le développement de la pensée occidentale. Ça ira très loin, ça sera même, le nombre d'or deviendra un peu sulfureux, puisque on est à l'époque 1930, hein, c'est la montée du nazi, et certains s'en serviront pour la race blanche, la race aryenne. Le nombre d'or est lié à ça. Donc, voilà, il deviendra un peu sulfureux, quoi, ce nombre d'or, à ce moment-là. Voilà. Bon, ça, c'est pour l'histoire. Donc, on va revenir maintenant, ça, c'était le petit... on va revenir à comment construire donc, le Pentagone. Donc, d'abord, pour construire le Pentagone, il faut savoir qu'il se fait à partir de la notion du triangle et rectangle d'or. Donc, certains y voient, par exemple, dans le Parthénon, les découpages architectural voient le nombre d'or à ce niveau-là. Alors, le rectangle d'or, c'est un rectangle tel que la longueur, le rapport de la longueur sur la largeur respecte la proportion d'Euclide. Donc, voilà. Donc, on va construire le rectangle d'or à la construction, à la règle non graduée, hein, interdit les graduations, et au compas. Alors, je vais vous faire la construction. Pour cela, on part d'un carré, le carré AEFD, d'accord? Et on prend un point, ça c'est un... Non, c'est pas un sticker, ça. Alors, on prend un point M qui est le milieu du segment AE, d'accord? Donc, sa longueur vaut 1,5. C'est un carré de côté 1.
Donc on a 0, 5 et 1. On connaît le triangle la relation de Pythagore. On peut calculer R. Hein, le plus grand côté, c'est l'hypoténuse. Je le calcule là, on n'en a pas besoin pour notre démonstration. Et je vais tracer un cercle à partir du carré. Le cercle vert, la figure du bas. Donc je prends le cercle de centre M, de rayon R. Et je regarde quand ça croise l'axe AE que je prolonge. Et ça va le croiser en B. Et donc, je construis le point C. Voilà. Et j'obtiens ce rectangle. Et bien sûr, ce rectangle, c'est lui notre rectangle d'or. Hein, c'est une construction très simple. Alors, comment je le démontre? On fait un peu de mathématiques, donc on va le démontrer. Eh bien, le petit rayon R, là, MF, c'est égal à MB, hein, par construction. Alors, je vais calculer les rapports suivants. Ah, ben, merci Pierre-Yves. Merci Pierre-Yves. Comme ça, je ne me mets pas devant voilà. Et donc, c'est quoi je vais calculer AB sur AD, AB sur AD, et j'aimerais montrer que AB sur AD, c'est le nombre d'or. Eh bien, AB sur AD, comme AB, oui, AB, j'y touche pas, mais AD, c'est aussi AE, hein, c'est un carré. Donc, ça fait AB sur AE. Et AB, c'est AE plus EB, AE plus EB, divisé par AE. Je peux simplifier AE, ça fait 1 plus EB sur AE. Je pourrais le remplacer par les valeurs de R, si vous voulez. Et maintenant, si je calcule AE sur EB, j'obtiens une expression en fonction de R, parce que je connais tout le monde, AE et EB. Et on voit que AE sur B, c'est l'inverse de EB sur EB. Donc, j'ai la relation de moyenne et proportion extrême et moyenne proportion d'Euclide. Et donc, c'est un rectangle d'or. Alors, si je calcule la valeur numérique par Pythagore, les Grecs pouvaient le faire, on pouvait obtenir racine de 5 sur 2. Et on savait à l'époque d'Euclide que c'était un nombre irrationnel. Voilà. Donc voilà, c'est une construction assez simple, hein, finalement, à la règle au compas. Et quand on a le rectangle d'or, on peut calculer, aussi construire le triangle d'or. Alors, le triangle d'or, c'est quoi? C'est un triangle isocèle aigu, et tel que le rapport de son côté double, c'est un triangle isocèle, donc à deux côtés égaux, et sa base est le nombre d'or. Et alors, j'ai repris la figure de tout à l'heure. Donc, j'ai mon rectangle d'or A, B, C, D, et mon carré AE, F, D. Eh bien, comment on fait? Alors là, cette fois-ci, là, j'avais construit ce cercle. Je vais construire le cercle rouge de rayon 1, et qui est la pointe de mon compas, je la mets en E. Et je cherche un point G qui intersecte un point G tel que GF est égal à EB. EB, je le connais. Donc, c'est ça. GF égale EB. Et donc, AE, c'est égal à GE, puisque c'est par construction, hein, c'est sur le cercle. Et donc, GE sur GF égale AE sur EB, c'est égal au nombre d'or. Donc, c'est un triangle isocèle doré. On peut calculer les valeurs numériques. Voilà. Alors, il existe un triangle doré rectangle. Si vous prenez 1 racine de phi, racine du nombre d'or, et phi, hein, c'est les trois valeurs des côtés, vous vérifiez la relation de Pythagore. Mais ça n'a rien à voir avec ça. Et par contre, plus intéressant, on peut construire ce qu'on appelle un triangle d'argent. Le triangle d'argent, c'est un isocèle, mais obtus. Là, on avait un triangle aigu, et obtus avec le même rapport de sa base avec son côté double, qui est le nombre d'or. Donc, voilà, ça, on va l'utiliser. Et ça, on va utiliser ça pour... alors, on peut calculer les angles quand on connaît voilà, quand on a cette définition-là. On peut calculer les trois angles qui sont ici. Alors que c'est un triangle isocèle, donc les deux bases alpha, c'est le même. On sait que la somme des trois angles faut 180 degrés, donc on a une relation. Il nous faut une deuxième relation pour calculer alpha et bêta. Alors ça peut se faire par triangle semblable. Alors, comment on fait ça? Eh bien, là, on a le triangle initial.
on construit une parallèle à AC, DE, telle que BD égale BE égale B, la base du triangle d'or initial. Et donc, ce triangle plus petit, il est aussi d'or. Et il est semblable à celui-ci, parce qu'il partage les trois angles. Et donc, on peut ensuite construire un triangle d'argent, ici, BDC. Ça, on peut arriver à ça. Et si on remarque ce qui se passe ici, l'angle qui est ici, on avait alpha. Ici, on va obtenir bêta par les relations de triangle semblables entre celui-là et celui-ci. Et celui-là, on va trouver bêta, le même angle qu'il a, parce que c'est un triangle d'argent. Donc, on a 2 bêta égale alpha. Ça nous fait la deuxième relation. Donc, je vous ai mis tout le détail. Et ce qui nous permet de calculer exactement bêta égale 36 degrés et alpha 72 degrés. Donc, on connaît les valeurs précises des angles. Alors, maintenant, on va parler du pentagone. Alors, pentagone parle de Pythagore. Voilà une représentation de Pythagore et des pythagoriciens. Alors, Pythagore, c'est un philosophe, mathématicien, astronome de la Grèce antique. Donc, on est avant Euclide, on est au 6e siècle avant Jésus-Christ, 5e siècle avant Jésus-Christ. Donc, on appelait ça le pentacle. Le pentacle, je vous ai dessiné la figure. C'est un pentagone régulier dans lequel on met une étoile à 5 branches. À partir donc des sommets du pentagone. Et c'était un symbole d'appartenance à l'école pythagoricienne. Il faut dire que l'école pythagoricienne, qui a duré plusieurs siècles, c'est comme une secte. Donc, les gens portaient une amulette avec ce pentacle, en fait. Voilà, c'est resté longtemps. Alors, c'était relié aux 5 éléments, les 5 sommets ou les 5 branches de notre étoile, qui est l'esprit, la terre, l'eau, le feu et l'air. Et ces 5 éléments primordiaux dans la Grèce, ça existe aussi pour les solides de Platon. Et les 5 figures des solides de Platon sont liées aussi aux 5 éléments. Mais du temps de Pythagore, on n'avait pas de traces. Ça s'est transmis en oral, par l'école pythagoricienne. Alors, une partie a été retranscrite dans les éléments d'Euclide, bien sûr. Et donc, ce qui a peut-être cette culture du secret et transmis le mythe du nombre d'or. Certainement que ça vient de là. Alors maintenant, on va construire le pentagone. Alors, pour construire le pentagone, à peu près tel que ça a été fait dans les éléments d'Euclide, alors ça dure plusieurs pages, donc je vous ai simplifié la construction. Donc, on part des triangles d'or et d'argent. Et le but, c'est de construire donc dans un cercle noir, vous voyez le cercle noir, de placer dessus 5 points, P1, P2, P3, P4, P5, comme un pentagone régulier dedans. Alors, je commence par tracer un diamètre. Donc, il passe par son centre, que je note A. À gauche, je note le point O. Et à droite, je note le point P1. C'est déjà mon premier point. J'en ai déjà un. Je note petit a, le rayon. Et je vais construire la perpendiculaire en A, qui est de hauteur A sur 2. Ça, je peux toujours le faire, à la règle au compas. On sait toujours tracer le milieu. À partir de 2 cercles, le même cercle, l'intersection de la perpendiculaire, on obtient le milieu. À la règle au compas, ça se fait très bien. Et j'obtiens un triangle rectangle, donc A et A sur 2. Et avec mon compas, je vais construire ce point-là. Donc cette distance-là vaudra aussi A sur 2. Alors ce triangle-là, on l'a vu tout à l'heure pour la construction du rectangle d'or. C'était avec 1 et 1 demi. Donc c'est pas on ne l'a pas pris au hasard. Et ensuite, je vais construire à partir du point O un cercle rouge, vous voyez, qui est de rayon B. Ce point-là, je l'ai obtenu. Et qui va intercepter le cercle noir en P4 en P3 et P4. Donc j'ai construit comme ça 2 points suivants. Et ensuite, à partir de B, je rajoute A
et je trace un cercle plus grand, bleu, toujours de centre haut, et qui va intercepter le noir en P2 et P5. Et là, j'obtiens mes 5 points. Vous voyez que la construction est simple. Maintenant, il faut démontrer que c'est un pentagone régulier. On a tous les éléments pour le faire. Alors, pour cela, comment on fait? Alors là, c'était pour expliquer l'histoire du cercle rouge, oui. Donc, je n'ai pas fait ça au hasard, c'est-à-dire que le rapport A sur B, c'est le nombre d'or, ce rapport-là, c'est-à-dire le rayon sur ça. C'est suite à la construction que j'avais fait de mon rectangle d'or. Hein. On avait déjà ces proportions. Et voilà, donc on veut démontrer que notre figure verte, qui est ici, P1, P2, P3, P4, P5, est un pentagone régulier. Et bien pour ça, alors bon, c'est un peu, il y a beaucoup de choses. Donc vous avez le point O, le point A, le cercle rouge, qui coupe en P3 ici. Donc ici, j'ai ma longueur qui vaut B, hein, c'est le rayon du cercle rouge. J'ai A jusque là, et ce point P3, il est sur le cercle nord, donc c'est A. Donc j'ai A, B et B, A et B, donc j'ai un triangle isocèle. A sur B, c'est le nombre d'or, donc c'est un triangle d'or. Et par symétrie, celui-ci aussi, OAP4. On avait calculé l'angle bêta, qui faisait 36 degrés. Avec l'autre triangle qui est en dessous, je vais avoir 2 bêta, c'est-à-dire alpha, 72 degrés. 72 degrés, c'est un cinquième du tour complet. Hein. Donc, pour continuer, je fais pareil. Je regarde le point P2 et P5. Et cette fois-ci, je vais regarder OAP2. Donc, la longueur, elle fait A. Là, elle fait A. Et ici, on avait A plus B. Et on peut facilement voir que c'est un triangle d'argent. C'est-à-dire que le rapport entre A et cette longueur-là fait l'inverse du nombre d'or. Par symétrie, c'est pareil avec P5. Et donc, j'en déduis que l'angle qui est ici, celui-là, il fait bêta, et celui-là, il fait alpha. Là, je vais avoir alpha, donc je vais avoir alpha, alpha et alpha, ça fait 3 alpha. Et ensuite, par symétrie de construction, il me reste que 2 alpha pour terminer. Et donc, j'ai alpha et alpha ici. Donc, ce qui termine ma construction alors, j'ai mis le détail de la démonstration ici, sur le truc. Donc, c'est comme ça qu'on construit le pentagone. Donc là, j'ai fait par les angles. Alors, il y a quelques... Ouais, les pavages... alors, on va parler des pavages de Penrose, parce qu'ils sont basés sur le triangle d'or et les triangles d'argent. Donc, je vous ai remis le pentacle. Et dans ce pentacle, si vous remarquez bien, il y a beaucoup de triangles d'or et beaucoup de triangles d'argent. Les triangles d'or, c'est tous ceux qui sont obtus. Donc, il y en a des grands et il y en a des petits. Il y en a au moins 5 de grands. Et les triangles d'argent, vous en avez un là, par exemple. Il y en a un autre ici. C'est tous les triangles obtus. Voilà, donc il y en a beaucoup. Et donc, ils permettent de faire... Alors, si on met 2 triangles d'or adjacents, comme ça, ou comme ça, on obtient des cerfs-volants ou des losanges comme ça, même. Alors, avec des triangles d'argent, 2 comme ça, on obtient des fléchettes. Une fléchette. Et là, un autre losange. Et notre Penrose, ce qu'il a montré dans les années 60, Lord Penrose, c'est pas n'importe qui. Hein. Il est connu comme physicien parce qu'il a été directeur de thèse de Stephen Hawking, il faut savoir. Hein. Et il a aussi, je crois qu'il est prix Nobel pour ça, et pas pour la physique, pas pour la partie mathématique, mais il a aussi découvert des pavages apériodiques, c'est-à-dire que comment paver notre surface qui est ici par des éléments qui pas forcément périodiques.
Nous, on ferait du carrelage, on mettrait des carrés, par exemple, ou des losanges pour paver notre... Et Penrose, lui, a réussi à paver avec 2 motifs seulement un carrelage quelconque du plan. Voilà. Donc, avec ce type d'éléments. Et donc, c'est lié au nombre d'ordres. Voilà une des applications. Voilà. Alors, il y aura d'autres applications, j'en parlerai après, des pavages de Penrose. Alors, je fais une petite pause. Ça va au niveau de l'horaire? On est bien? On va parler de Fibonacci. Donc, Fibonacci, c'est un mathématicien du début du XIIIe siècle. Alors, son père était marchand dans les comptoirs méditerranéens. Et en particulier, il va être envoyé en Algérie. À l'époque, c'était la Kabylie. Hein, et il y avait un port, Béjaïa, qui était là. Et donc, on est dans le monde enfin, on est dans le monde arabe. Hein. À l'époque, c'est un califat. Et les professeurs qui sont là, il y a des professeurs de mathématiques. Et Fibonacci va bénéficier des professeurs mathématiques arabes à l'époque. Et c'est pas courant. Hein, il y a très peu dans l'Antiquité de mathématiciens qui vont être influencés par les mathématiques arabes. Alors, les Arabes faisaient tout leur commerce avec les chiffres qu'on appelle arabes, mais qui sont en fait des chiffres indiens, c'est des chiffres indo-arabes en fait, en réalité. Et surtout, c'est très pratique pour faire la comptabilité parce que calculer avec la base décimale, avec les chiffres arabes, ça permet de faire des multiplications facilement. Alors qu'avec les chiffres romains, essayer de faire des multiplications, c'est très compliqué. Donc à l'époque, on utilisait des abacs. Hein, c'était la méthode pour calculer des abacs en chiffres romains. Alors pour les additions, ça allait encore, mais ceux qui faisaient les multiplications, il fallait toujours qu'ils aient des mathématiciens près d'eux. Donc c'était très compliqué. Alors que les Arabes, eux, ils avaient leur méthode beaucoup plus éprouvée et ça allait beaucoup plus vite pour faire la comptabilité. Donc Fibonacci, il va se rendre compte de ça. Et donc, il va écrire un bouquin qui s'appelle le Liber Abaci, je pense on dit, en 1202. C'est un livre de calcul. Et dedans, ce qui va nous intéresser dans ce livre-là, c'est qu'il nous parle de la croissance d'une population de lapins. Voilà. Ah oui, voilà. Voilà. Et donc, il introduit une suite qui va porter son nom après, par la suite, suite de Fibonacci. Voilà. Alors, il va étudier la croissance de couples de lapins pendant 1 an. Donc, il part d'un couple de lapins au début, ils vont grandir, vont faire les lapins. Voilà, et au bout de 2e mois, 3e mois, il va constater la progression de la population. Et oui, oui, ah ben, c'est des scientifiques, hein, voilà, ils observent la nature. Et donc, je vais noter Fn, les générations de lapins, j'ai noté Fn. Donc, au 1er mois, il y a un couple de lapins. Donc, le 2e mois, le temps qu'ils deviennent plus grands, bon, il n'y a toujours qu'un couple de lapins. Peut-être qu'ils sont en gestation. Hein. Voilà. Et donc, au 3e mois, les petits naissent, il naît un couple de lapins. Donc, 3e mois, en fait, c'est F2 plus F1. Donc, voilà. Et au 4e mois, il se rend compte que bon, bah, ceux des mois précédents sont devenus matures. Et donc, c'est F3 plus F2. Donc, pour calculer la génération suivante, il faut faire la somme des 2 générations précédentes. Alors, il se rend compte de ça. Hein, voilà. Alors, on va appliquer ça. Hein. Donc, ça fait une suite de nombres entiers. Donc, on part de 1, 1er mois, 2e mois, 1, puis 2, 1 plus 1 égale 2, 1 plus 2 égale 3, 2 plus 2 égale 5, 3 plus 5 égale 8, 5 plus 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233 couples de lapins au bout d'1 an. Et les lapins, hein, ça va vite. Voilà. Alors, bon, d'accord, très bien, on a nos couples de lapins. Mais alors, plus fort que ça, hein, il fait le rapport de deux générations précédentes. Il va faire 1 sur 1, 2 sur 1, 2 sur 1, 3 sur 2, 5 tiers, 8 cinquièmes, 13 huitièmes, etc., etc. Donc, il construit une nouvelle suite, voilà, qui est le rapport Fn plus 1 sur Fn.
Et si je calcule, je tombe sur des nombres rationnels. Hein, c'est des rapports d'entiers. Donc j'ai 1, 2, 5, 6. Alors qu'est-ce que vous voyez? Au bout d'un an, vous obtenez, vous pouvez vérifier, 233 sur 144, c'est 1,618. Ce n'est pas un hasard. Alors, lui, il se rend compte que c'est proche parce qu'il sait le calculer, le nombre phi, hein, à cette époque-là. Il se rend compte que c'est proche de la proportion, enfin, de la proportion d'Euclide. Nous, on dit le nombre d'or. Donc, ici, je vous ai mis la justification formelle mathématique de ça. Alors, oui? Ah oui, oui, oui. Donc, la justification mathématique est ici. Donc, j'ai pris une suite UN. Alors, on écrit UN plus 2 égale UN plus 1 plus UN. Bon, il faut prendre quelques progrès pour me démontrer que ça converge, cette suite. Et en fait, on fait le rapport, comme ça, comme dans Fibonacci, et j'obtiens cette relation, et je fais passer n à l'infini. Et j'obtiens phi égale 1 plus 1 sur phi, c'est la relation d'Euclide, et j'obtiens le nombre d'or. Bon, ça se démontre. Hein. Voilà. Bon, je ne mets pas le détail mathématique de ça, mais ceux qui ont fait de l'analyse euh, connaissent bien ça. Alors, ce qui est rigolo aussi, c'est que phi, il vaut 1,618, mais si on prend l'inverse de phi, l'inverse du nombre d'or, c'est phi moins 1, donc ils partagent les mêmes décimales. Et si je prends son carré, phi carré, c'est pas un hasard, hein, 1 plus phi, ils partagent aussi les mêmes décimales. Il n'y a pas beaucoup de nombres qui ont ces propriétés-là. Hein. Voilà. Alors, quelques belles formules. Ça va, Fibonacci? Voilà. Donc, ça vient de là, hein, Fibonacci. Après, on verra quelques applications de Fibonacci. Alors, quelques belles formules que j'aime bien pour les mathématiciens. Là. Quelques belles formules. Alors, on connaît la relation phi carré égale 1 plus phi. Donc, phi, si je prends la racine carrée de ça, c'est égal à la racine carrée de 1 plus phi. Et donc, je peux imbriquer ça. Et ça me fait cette belle formule. Hein, puisque je remplace à chaque fois phi par cette expression. Hop, ça, c'est phi. Ça, c'est phi. Hop, 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 hop. C'est joli, hein? Encore une? Allez, c'est bien parce que c'est vous. Après-midi, après avoir mangé. Voilà. Ah, les fractions continues de 1. Ça, c'est beau, les fractions continues. Voilà. Donc, on a vu aussi que phi, c'était 1 plus 1 sur phi. Eh bien, je remplace. Je remplace, ça fait ça. Voilà, tout simple, hein. Des belles formules. Alors, on dit que bah, c'est le plus simple. Hein. Alors, si je mets des 2 ici, à la place, on tombe sur la racine carrée de 2. C'est-à-dire la diagonale d'un carré de côté, hein, qui est un autre nombre irrationnel. Alors, on dit que c'est le plus irrationnel des irrationnels. Certains disent ça. Voilà. Oui, Gilbert, tu m'as dit l'optimisation. Oui, c'est notre dada, l'optimisation. Hein. Voilà. Donc, effectivement, bah, il intervient dans le découpage optimal pour calculer le minimum d'une fonction. C'est mieux que la dichotomie. Ça converge plus vite. Voilà. Bon, dans les algorithmes, ça c'est pour les numériciens. Donc, si on cherche le minimum d'une fonction convexe, donc on part d'un segment A et B, eh bien, on construit des points M et N tels qu'ils sont en rapport avec un certain nombre ρ. Et ce nombre ρ, en fait, il est lié au nombre d'or. Il vaut phi moins 1. Et on appelle ça de section dorée. Et on peut montrer que c'est le plus rapide, c'est le plus optimal. Voilà. Je ne mets pas plus de détails. Hein. Oui. Oui, oui, oui. Ah oui, oui. C'est phi moins 1, c'est 1 sur phi, exactement. Ouais, c'est pratique. Voilà, bon, je détaille pas tout. Alors, il y a d'autres nombres que les nombres d'or. Hein, alors, on peut généraliser notre suite. Tout à l'heure, je vous avais montré la suite UN plus 2 égale UN plus 1 plus UN. Et en fait, je peux la paramétrer par un paramètre P ici, devant. Et si je fais ça, je peux obtenir une équation du second degré, hein, comme tout à l'heure, et j'obtiens phi P, phi indice P, c'est d'autres nombres, voilà,
qui a cette valeur-là. C'est la solution des quotients de second degré. Enfin, qui est solution de ça. Voilà. Et si je prends un P égale 1, je retrouve le nombre d'or, 1 plus racine de 5 sur 2, et donc qui est lié au pentagone. Et si je prends P égale 2, j'obtiens 1 plus racine de 2, et qui est lié, alors on l'appelle le nombre d'argent, et il est lié à l'octogone. Et si je prends P égale 3, j'obtiens cet irrationnel-là. On appelle ça le nombre de cuivre ou de bronze, bon, après. Et P égale 4, eh bien, phi 4, c'est 2 plus racine de 5, eh bien, c'est le nombre d'or au cube. Bon, et on parle même de nombre plastique, le monde est moderne. Maintenant, tout est... Hein. Et alors, lui, notre suite, c'est la suite de Padovan. Au lieu de prendre un plus 2, je prends un plus 3. Donc, j'ai une équation du troisième degré. Cette solution du troisième degré a une solution réelle. C'est psi, qui vaut 1,324. Il y a quelques applications là-dessus. Pour les générations de lapins, c'est mieux de prendre cette suite-là, d'ailleurs, que celle de Fibonacci, qui était un peu imprécise, pour ceux qui savent. Et bon, voilà. Ça, c'est pour la petite histoire des lapins. Sinon, ils s'accroissent vraiment un peu trop vite. Là, on a un accroissement un peu moins fort que 1,618. Alors, dans la nature, où se trouve le nombre d'or? Existe-t-il, finalement? Eh bien, au niveau de la botanique, déjà. Donc, il y en a qui se sont amusés à compter le nombre de pétales hein, de certaines fleurs. Alors, certaines fleurs en ont beaucoup. Celles qu'on connaît, elles n'en ont pas beaucoup, qu'on trouve un peu partout. Mais si on prend la marguerite, elle a 21 pétales. Tiens, 21 pétales, c'est la génération 8 de Fibonacci. Et si on prend le tournesol, il y a deux variétés. Il y a celles qui ont 55 pétales et d'autres 89. Tiens, c'est la 10e et la 11e génération. Voilà. Et alors, ça, c'est au niveau des fleurs. Et si on regarde, alors c'est aussi lié au nombre d'or, c'est la distribution des étamines et qui forment une spirale. Alors, les spirales, ça, il y en a beaucoup de spirales dans la nature. Et dans la nature, elles sont logarithmiques en général. Donc, elles ont un rapport logarithmique, c'est-à-dire un accroissement géométrique. Eh bien, pour le tournesol, ce n'est pas vrai pour tous, hein, je crois. Enfin, pour le pain aussi, je crois que c'est vrai. Eh bien, la base, parce que pour le logarithme, il y a une base. Hein, alors, ce n'est pas toujours l'exponentielle. La base, ça peut être le nombre d'or. Et là, c'est le cas. Mais pour d'autres, je vous montrerai après, pour d'autres spirales logarithmiques, ce n'est pas le cas. Elles ne sont pas toutes liées avec une base qui est le nombre d'or. Alors, au niveau de la faune, alors là où on peut retrouver quelque chose qui est lié au nombre d'or, c'est l'étoile de mer. Alors, si vous avez une belle étoile de mer parfaite, comme ici, eh bien, ça marche bien. Par contre, la spirale du Nautilus, et la plupart des types escargots, on regarde. Alors, c'est pour ça qu'il y a. Oui, Isabelle, j'en viens à ta petite figure. Voilà, effectivement, tu nous as mis un beau coquillage hein, qui est magnifique. C'est une spirale logarithmique, mais qui n'est pas liée au nombre d'or. Ah ben voilà, voilà. Ben, je suis. Et vous aussi, je crois. Donc, c'est une autre proportion, je crois qu'il vaut 1,3 à peu près. Ça a été calculé. Alors, par contre, au niveau de la minéralogie, les quasi-cristaux, eh ben, eux, maintenant on le sait, ils sont basés sur les pavages de Penrose avec des atomes qui dessinent des triangles d'or et d'argent. Ah, là, voilà. Mais ce n'est pas le cas des diamants. Bon, les plus connus, les cubiques à face centrée, par exemple. Donc, il y a le nombre d'or et pas partout quand même. Hein. Ça, c'est les quasi-cristaux. Le corps humain. Donc, on a vu hein, avec l'homme idéal de Vitruve, bon, les proportions sont quand même assez loin du nombre d'or. Donc, ce qui me fait dire que la nature n'est pas si dorée que ça. Vous êtes d'accord? Mais, peut-être vous ne connaissez pas cette planche suivante.
dans l'ADN. Ah ah. Eh bien, dans l'ADN, alors là, il faut aller regarder au microscope, hein, parce que c'est voici la chaîne hélicoïdale de l'ADN. Eh bien, le rapport entre la longueur qui fait 34 angstroms, 34 angstroms, c'est 10 moins 10, c'est-à-dire un dixième de. Non, oh, non, ou un millième de micron. Un millième de micron pour les gens que ça parle, le micron. J'essaie de parler pour tout le monde. Voilà. Parce que les Langström, ça ne parle pas beaucoup, mais c'est au niveau atomique. Hein. Voilà. Et donc, 34 angstroms, tiens, c'est F9. Et la largeur, 21 angstroms, ça fait F8, et ben ça fait un rapport de 1,619, pas mal. Hein. Donc, assez proche du nombre d'or. Alors, la double hélice, là, elle présente deux sillons. Oui, il y a un petit sillon et un grand sillon. C'est dans l'entrelacement des brins. Eh bien, qui sont dans un rapport F8 sur F7. C'est pas mal. Et alors, mieux, si on fait une coupe maintenant de l'ADN, on obtient un dodécagone. Un dodécagone, c'est deux pentagones. Donc là, hein, voilà, donc on a un lien, l'ADN, avec le nombre d'or. Alors, au niveau des arts, beaucoup de choses sont à dire. Probablement, Le Corbusier a travaillé beaucoup sur le nombre d'or et il a fabriqué ce qu'on appelle, enfin, il a inventé le modulor, hein, qui est une nouvelle métrique. Ça date de la guerre de 39-45. Donc voilà, il est là. Hein. Donc il est présent, je crois, sur une de ces villas qui est à Menton, le modulor, et qui est toutes des proportions entre la hauteur d'un homme et la distance à son nombril. Je ferai le nombre d'or. Vérifiez, je vous laisse. Et donc il construit ce qu'on appelle une maison pour lui, qui est une machine à habiter. À partir de là, parce que tous les rapports qu'il y a, si vous avez visité des maisons faites par Le Corbusier, elles sont toutes, d'une certaine manière, optimales à ce niveau-là pour pouvoir saisir des objets, pour se déplacer. Voilà, tout est dans des rapports de nombre d'or. Voilà. Oui, oui, pour le rectangle d'or. Ah oui, ben lui, il l'a fait dans le volume. Hein. Ah, je ne sais pas. Ah, je sais pas, je sais pas. Dans l'autre dimension, je ne sais pas. Mais je sais par exemple la chapelle de Ronchamp, qui est du volume, et il y en a d'autres qui sont comme ça. Et les rapports de proportion avec le nombre d'or, c'est dans longueur, largeur et hauteur. Hein. Mais après, je ne sais pas. Possible, possible. Et je ne me suis pas renseigné sur cette question. Ouais. Un beau prolongement, voilà, merci Gilbert. Faire du volume maintenant. Ok. Voilà pour Le Corbusier. Alors la musique, parce que moi, comme je suis musicien aussi également, donc je me suis posé la question, est-ce qu'il y avait le nombre d'or en musique? En tout cas, je ne suis pas le premier à se poser la question. Au XXe siècle, il y en a plein qui ont voulu mettre du nombre d'or partout en musique. Et je me suis rendu compte, bon, c'est pas que je me suis rendu compte, mais d'autres l'avaient fait avant moi, c'est que la note qui est le plus proche pour, je ne sais pas s'il y a des musiciens ici, il y en a quelques-uns, un peu, qui est la plus proche, c'est la sixte mineure. La sixte mineure est dans un rapport 8 cinquièmes. 8 et 5, c'était 2 de la suite de Fibonacci et ça fait 1,6. Et donc, effectivement, alors c'est dans la gamme harmonique hein, sur 12 notes. Un octave, il y a 12 notes. J'ai compté les dièses et les bémols. Hein. Do, ré, mi, fa, sol, la, si, do avec les altérations. Et si on fait le rapport F6 sur F5, et c'est do, la bémol dans la gamme de do. Et alors, entre 1,6 et 1,618, il y a 0,018 d'écart, qui est à peu près 1,54e d'un ton, qui est à peu près le comma. On appelle le comma
C'est l'unité, la plus petite unité pour s'accorder musicalement, hein. En général, on dit si on est au coma après, c'est OK. Bon, les bons musiciens entendent le coma, hein. Mais voilà. Même l'oreille peut entendre un dixième d'un coma d'écart, hein. Donc l'oreille est très, très, très précise. Donc bon, vous regarderez, je ne la fais pas écouter, mais il y a la valse en do dièse mineur de Frédéric Chopin. On mettra le lien sur le site, hein, de la présentation, je t'enverrai tout ça. Voilà. Il y en a qui ont voulu faire mieux que la gamme harmonique à 12 notes, parce que la gamme harmonique, c'est celle qu'on utilise, hein, nous, en Occident, hein. Mais il y en a qui ont voulu construire, pourquoi pas, des gammes à 10 notes. Luc Etienne a fait ça. Et s'il prend le 7e degré, le 7e degré, c'est l'octave, c'est 2, hein. 2 puissance 7 dixièmes, hein, il y a 10 notes. Eh bien, il tombe sur un 624, c'est quand même mieux que par rapport à 1,618, puisque je suis à 0,06, donc je suis à un tiers de commun. Donc c'est plus précis. Je ne sais pas quel morceau de musique il y a derrière ça. Il y en a certainement. Et je me dis, mais alors, pour le nombre d'or, voilà, on a ça, mais pour la racine carrée de 2, eh bien, il existe le triton. Le triton, c'est 3 tons, do, fa dièse, et lui, il est pile au milieu de l'octave. Donc, c'est 2 puissance 1 demi. 2 puissance 1 demi, c'est racine de 2. C'est un nombre irrationnel, hein. Donc, ce n'est pas une note de musique. On ne peut que l'approcher quand on s'accorde, on essaie d'approcher le triton en tempérament égal. Eh bien, alors c'était interdit de mettre des tritons pendant très longtemps. Au Moyen-Âge, par exemple, on l'appelait Diabolocus in musica. C'était interdit, hein, ça à l'époque, mais aujourd'hui, par exemple, vous trouverez le refrain de Maria, Leonard Bernstein, il y en a, mais c'est beaucoup utilisé en jazz aussi parce que le triton crée une sensation de malaise, et après un malaise, eh ben, il faut que ça aille bien, hein. Alors, contrairement à do dièse pour le nombre d'or, enfin, disons pour la sixte mineure, on est plutôt sur quelque chose de mineur, de mélancolique, donc, quand on écoute les choses. Voilà. Bon. Donc, un problème que je vous pose là, voilà. Avec quel intervalle, avec quelle gamme pourrait-on obtenir le nombre d'or maintenant? Puisqu'on arrive à revoir le triton, hein, donc, voilà, je vous ai mis l'équation, hein. Il faut chercher KNP tel que K puissance P sur N égale phi. Je connais la réponse, hein, c'est bon. Voilà. Bon. Alors, il existe aussi la fugue de Bartók qui est liée au nombre d'or, qui est en fait liée à la fuite de Fibonacci. C'est-à-dire que les mouvements qu'on fait rentrer à partir du 5e mouvement, du 8e, du 13e, 21, il y a des instruments qui rentrent dedans, il y a une intensité qui monte jusqu'à peu près le 200e à peu près, et après ça redescend. Donc, il a construit sa musique, cette fugue, à partir du nombre d'or. OK. Ah ben, je vais revenir sur les pavages apériodiques parce qu'il y a eu un résultat récent qui date de 1 an. Voilà, la recherche continue, hein, sur les choses. Alors, les pavages apériodiques. Je vous avais montré le pavage apériodique de Penrose ici, avec 2 motifs, les bleus et les verts. C'est des losanges, hein, qui sont basés sur les triangles d'or et les triangles d'argent, hein. Donc ça a été construit par Penrose en 1974. Eh bien, en mars 2023, il y a eu le chapeau d'Einstein, mais ce n'est pas Einstein celui qui tire la langue, hein. Mais c'est ça. C'est ces petits motifs-là. Alors, ça ressemble à des chapeaux, si on regarde donc, ou des t-shirts, si on regarde de notre côté. Eh bien, on peut le faire non plus avec 2 motifs, mais avec plus qu'un seul. C'est ça qui a été fort. Sauf que ces motifs ne sont pas symétriques. Et que pour boucher les trous, eh bien, il faut retourner le motif. Donc, c'est le même motif, mais il faut le retourner de temps en temps. Et avec une certaine fréquence, donc on a calculé le rapport NTHT sur NHAT, c'est hat comme chapeau, et TAH, c'est l'inverse du chapeau.
Voilà, et si on calcule, ça fait 1 sur 3 phi au carré. Donc c'est lié au nombre d'or. Voilà, c'est à peu près 12,7%. Donc si vous résolvez ce pulse, à peu près tous les 1 sur 8, vous devez retourner votre pulse. Voilà. Et on a encore fait mieux. Parce que là, on devait retourner. Moi, à l'époque, j'avais ces pulses-là et je devais retourner 1 sur 8. Et on a fait mieux avec le spectre. Alors là, ceux qui font d'électromagnétisme, ils savent de quoi ils parlent, hein, avec spectre. Eh bien, il y a un pavage maintenant chiral apériodique, monotuile, sans retournement. Voilà, vous l'avez là. Alors, c'est une infinité de motifs, hein. Ça bouge parce que c'est pour montrer toute la palette de ces motifs, hein. Eh bien, mais vous voyez qu'il y a du gris et du blanc. Eh bien, justement, ils sont chiraux. Et de temps en temps, il faut en mettre un chiral, 1 sur 12, avec la même fréquence. 1 sur 12%, il faut, enfin, 12% qu'il faut chiral et les autres, l'état normal. Voilà. Oui, chiral. À chiral, c'est main droite, main gauche. Ta main droite et la main gauche, elle est chirale parce qu'il y a une symétrie par rapport à un axe. Oui, oui, qui est chiral, voilà. Voilà, voilà, c'est l'effet miroir, exactement. Donc, tu vas tous les mettre dans ce sens-là. Bon, il faudrait tous prendre toutes nos mains gauches, paf, 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 et de temps en temps, 1 sur 8, il faudrait mettre des mains droites. Mais comme tout à l'heure, il fallait retourner le chapeau d'Einstein pour pouvoir boucher les trous. Et là, on a la propriété de paver complètement. Ouais, tu peux faire ça, effectivement, dans ton carrelage de salle de bain, hein. Ça sera top. Voilà. Alors, je termine, je crois, hein. Ça va? Conclusion. Allez, petite conclusion. Alors, moi, je vous êtes d'accord avec moi. Le nombre d'or fait partie du panthéon des nombres les plus célèbres, hein. Mais pas que. Il y en a d'autres. Pi, oui, bien sûr, hein, mais racine de 2. Hein, moi, j'aime bien racine de 2. Hein. 0. Pour moi, j'adore 0 aussi. J'ai même une conférence de mathématiques sur le nombre 0 où je vous démontre que 0 est plus fort que l'infini. Donc, voilà, attention, hein. Donc, voilà. Alors, on a vu que la construction est accessible, hein, quand même, avec la règle et au compas, hein. On fait ça depuis les Grecs, hein. Alors, on a voulu le rendre secret, divin, doré pour une université qui, pour moi, reste imaginaire. Comme ça, c'est moi qui parle. Voilà, c'est mon opinion. Mais en réalité, il n'est pas si pressant que ça dans la nature, ouais, on a vu ça. Dans l'art, il est symbole de l'harmonie. Bon, parce que voilà, c'est une côté esthétique de la chose, je pense, mais rien n'est démontré. Il n'y a rien de scientifique là-dedans. Et voilà, je termine par, alors là, pour le coup, une spirale dorée. Voilà, une spirale de Fibonacci qui est construite à partir de triangles, voilà, d'or en spirale. Ben, merci.